Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que j'ai l'habitude d'intervenir auprès de l'Université permanente de Nantes sur des cycles justement portant sur les crises et conflits contemporains. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes réunis pour aborder la question des services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, sujet vaste pour lequel, en fait, je partirai finalement de données globales et puis petit à petit on essaiera d'affiner la donne, tout en sachant qu'évidemment l'exercice est toujours difficile quand on essaie de ramasser cela en un temps très court, finalement 1h15. Mais déjà d'entrée, retenez ces quelques citations que vous voyez à l'écran, où finalement on s'aperçoit que l'action secrète n'est pas nécessairement toujours le coup d'éclat visible, concret, à coups de pyrotechnie et de morts par dizaines, mais ça peut être aussi un travail de sape psychologique, d'intoxication, de désinformation et surtout de profonde humilité où, encore une fois, l'individualité s'efface face à un objectif d'importance stratégique. Et finalement, on s'aperçoit qu'à chaque fois, une victoire est due plus à une démarche collégiale, une synergie entre hommes et femmes, chacun apportant sa pierre à l'édifice, que ce soit pour la conception, la matière grise, et puis l'application et l'exécution, au prix de lourds sacrifices, parfois consentis, et sacrifices même de la part de vos proches ou de vos alliés ou de vos commanditaires qui font le choix, eh bien oui, de vous sacrifier pour une cause commune. Et ça, c'est une notion qu'il faut absolument intégrer d'entrée de jeu et pour laquelle, d'ailleurs, il reste encore bien des parts d'ombre à disperser, dissiper, en sachant que, encore une fois, je le dirai encore en conclusion, n'oublions pas qu'encore en Grande-Bretagne, vous avez des archives qui sont classifiées jusqu'en 2050 sur la question qui nous réunit aujourd'hui. En tout cas, oui, l'action de guerre secrète, d'opérations secrètes, ça relève bien d'une action visant à mener la guerre de manière non conventionnelle, mener la guerre autrement, avec toujours, bien sûr, dans une organisation pyramidale, le pouvoir exécutif, des responsables militaires et civils, et qui, finalement, font le choix de 3 points de suspension. En l'occurrence, c'est vrai que c'est Churchill qui a la main, finalement, sur les services britanniques, mais on verra après qu'il y a des complexités avec les Alliés. Mais voilà, ce qui prime, c'est absolument la réussite, rien que la réussite, que la réussite. Alors, un plan que vous voyez à l'écran, j'espère que c'est assez grand pour vous, oui. Finalement, un petit rappel sur la situation qui prévaut avant 1940. J'insisterai aussi, dans un deuxième temps, sur qu'est-ce qu'on entend par renseignement. Vous avez le renseignement finalement électronique et puis le renseignement humain. Ça vaut toujours pour les raisons d'être des services secrets aujourd'hui. C'est absolument aussi intéressant pour vous de vous imprégner de tout cela parce que finalement la méthode, l'état d'esprit, la culture des services secrets contemporaines, elle s'est érigée, elle s'est façonnée, elle s'est forgée au cours de la Seconde Guerre mondiale et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même si les nouvelles techniques d'information et de communication, les nouvelles technologies ont permis des améliorations sensibles dans le domaine justement du signal intelligence, SIGINT, pour le reste, on en revient toujours aux mêmes considérations, implication d'hommes et de femmes dans l'anonymat total et parfois sans que, évidemment, l'opinion publique, la société et même parfois une partie du corpus politique soit au courant des succès ou des échecs. Et puis enfin, bien sûr, de toute façon, qui dit service secret dit aussi une dimension opérationnelle. Et là, on le sait en partie, ou vous le savez plus ou moins bien, mais en tout cas, vous le savez, il y a eu quand même parfois des démarches extrêmement tendues entre les intérêts anglais, les intérêts strictement français. Et puis c'est surtout toujours des luttes d'ego. On bascule toujours et on bute toujours sur les problèmes d'ego. Pour des agents, des hommes et des femmes qui étaient soit dépêchés par voie maritime, par des bateaux de pêche ou autres, et puis surtout par voie aérienne également. Et on verra enfin la question de l'intoxication, des trahisons, des réseaux qui ont été parfois sacrifiés. Mais je soulèverai
la question, parce que rien que ce sujet-là nécessiterait peut-être même un cycle de plusieurs heures d'intervention, mais sur lesquels ces questions-là, on n'a pas encore toute la maîtrise. Mais oui, il y a eu des dizaines et des dizaines de réseaux plus ou moins importants qui ont été sacrifiés, et en partie d'ailleurs infiltrés, trahis, et pour lesquels d'ailleurs les Anglais finalement ont essayé de faire en sorte qu'ils n'étaient au courant de rien pour y insuffler des fausses informations pour intoxiquer les Allemands qui surveillaient ces groupes. Donc voilà, les deux domaines absolument à retenir: Human Intelligence, le renseignement humain; Signal Intelligence, renseignement électronique, à base de codification, cryptage, décryptage. Et puis donc, vous voyez, toujours avec ce souci d'intercepter les messages de l'adversaire pour en fait, décoder et avoir une vision très claire sur ces objectifs d'importance stratégique ou ces opérations tactiques qui sont en préparation. Et puis tout cela se double donc d'actions clandestines. Voilà les deux gros domaines finalement majeurs de la question. Alors, j'en reviens à ces deux composantes majeures. Oui, pour ce qui est finalement à l'origine, si m'en tiens à mon plan, je reviens dessus, les deux composantes majeures, finalement, si on revient un petit peu à la première moitié du XXe siècle, on a bien effectivement le MI6 et le MI5. Je peux peut-être pas rentrer trop dans les détails de l'évolution de ces deux structures, parce que les appellations changent, mais en tout cas, ce qu'on voit très vite se profiler, c'est que vous avez le MI5 qui sera plus consacré finalement aux questions intérieures, je serais presque tenté de dire le home front, la home section, c'est-à-dire tout ce qui relève en fait de l'action visant à faire du contre-espionnage, préserver le territoire national, la souveraineté nationale, éviter la pénétration ou l'infiltration de réseaux d'espions étrangers. Et s'ils pénètrent, on les identifie et on les prend sous contrôle, et on en fait finalement, à leur dépens parfois, des agents doubles, en les intoxiquant eux-mêmes d'informations qu'ils communiquent ensuite aux Allemands, en pensant, ou à leur establishment, en pensant que les informations sont de premier ordre. Et puis l'autre, donc, c'est bien sûr tout ce qui relève de l'action extérieure, Foreign Section. Et là, bien sûr, c'est le MI6 qui a eu la primauté de l'action en la matière. Alors, en sachant encore une fois aussi que le MI6, qu'on appelait aussi jusqu'en 1921 le Secret Intelligence Service, souvent, aujourd'hui, quand vous lirez et vous approfondirez la question, vous verrez que souvent on dit qu'au début du XXe siècle, les services britanniques n'étaient pas à la hauteur. Ils avaient des analyses qui étaient relativement de portée modeste. Et pourtant, les partenariats existaient déjà avec les services diplomatiques. Il y avait des partenaires et des officiers traitants, finalement, au sein des différentes ambassades. Mais on sent très vite, très bien que dans les années 20, les années 30, les services allemands, finalement, ont quand même un cran d'avance ou une compétence finalement assez supérieure aux Britanniques. Et ce qui fait que d'ailleurs, on le voit, enfin même d'ailleurs on parle des adversaires finalement italiens, allemands, même soviétiques. Finalement, à cette époque-là, les Britanniques sont un petit peu à la traîne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de rigueur dans le recrutement des agents. Il y a un manque de traitement des informations réunies. C'est important de capter des informations, mais il faut les analyser, les traiter. Et puis en tirer la quintessence et ensuite envisager une politique dans un sens ou dans l'autre. Donc tout ça, finalement, témoigne d'une certaine infériorité des services. Je le dis avec beaucoup de réserve et de respect, parce que c'est facile de dire ça en plein après-midi en 2016 dans une salle de conférence. Quand on est au cœur de la maison, c'est une autre affaire. Donc, toujours dit que les historiens ont tendance à dire cela, et même de l'intérieur, on voit bien qu'il y a eu aussi des mutations, différents responsables qui ont été remerciés, parfois certains avec 21 à 31 ans de service loyaux, mais il s'agissait absolument de gagner en efficacité. D'autant plus que en 1938-1939, les services secrets britanniques, notamment le MI6, sera un petit peu
accusé d'avoir sous-estimé le danger du pacte germano-soviétique, d'avoir mal évalué aussi la capacité de l'économie allemande à entrer dans une logique de guerre longue, et de ne même pas avoir observé et vu les préparatifs allemands d'invasion de la Pologne. Donc ça faisait beaucoup, effectivement, pour le pouvoir politique, d'autant plus que très rapidement les Britanniques vont prendre conscience que face à eux, ils ont un adversaire redoutable, c'est l'Abwehr, alors, le service de renseignement de l'état-major allemand, qui était donc Whitehall. C'est juste ici un clin d'œil pour vous montrer au passage que tous les pôles de réflexion stratégique, ministère de la Défense, ministère de la Guerre, donc ministère de l'Économie, tous les services, ministère des Affaires étrangères, tous les services secrets, les pôles de réflexion sur la guerre psychologique, etc., étaient concentrés dans cette artère stratégique. Et puis donc, comme je vous disais, l'Abwehr de l'amiral Canaris, qui sera d'ailleurs, vous le savez, par la suite un des partisans, enfin un des membres de la résistance allemande au sein de l'establishment nazi. Mais en tout cas, l'Abwehr était de qualité et redoutable. On sait que ça s'est traduit notamment par ce qu'on garde dans l'histoire comme étant l'échec de la rencontre de Venlo aux Pays-Bas en novembre 1939. Vous avez des agents britanniques du MI6 et des agents néerlandais qui seront piégés par des agents de l'Abwehr qui pensaient avoir affaire en somme à des Allemands qui préparaient un complot contre Hitler. Donc ça a été un cuisant échec pour les services britanniques qui, on le sait très bien, hein, les anglo-saxons sont toujours très forts pour briefing, débriefing. On s'est cassé la figure, on s'est planté, stop, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ok, on répare, on corrige, on change, il y a des têtes qui tombent, ça fait mal, enfin qui tombent entre guillemets, et on corrige et on affine. Et ça, c'est ça la capacité, la rudesse aussi, le caractère abrupt des Britanniques. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont résisté, coûte que coûte, aux Allemands. Et donc, on le voit, il y a cette volonté d'affiner, encore une fois, les services. Et puis, à partir de 1940, et ça, c'est un petit peu la Churchill touch, c'est de se dire il faut aussi qu'on accentue le travail en matière de guerre subversive. Ah, la guerre subversive. Qu'est-ce que c'est la guerre subversive? Eh bien, ça va être en fait la volonté de mener une sorte de guérilla urbaine ou rurale en Europe. Et ça va être le cadre d'activité du SOE, du Special Operations Executive, créé en juillet 1940. Et le SOE va ainsi finalement se nourrir des enseignements de la guerre qui avait été menée par les Britanniques en Afrique du Sud contre les commandos hollandais, la guerre des bourgs. Les bourgs étaient particulièrement redoutables en guerre subversive. Action, fluidité, on frappe et on lâche prise, on se disperse, on disparaît dans le paysage. On est redoutable à l'usage des armes à feu, on est tous tireurs d'élite. Et donc cette volonté d'affiner des combattants de terrain qui usent et qui savent finalement utiliser le terrain, le territoire, la géographie, ça va être un élément que les Britanniques vont intégrer. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, et de surcroît, parce que dans l'entre-deux-guerres, autre enseignement majeur pour les Britanniques, c'est la rude guerre menée contre l'IRA. Et Michael Collins, qui était, avant sa mort en 1922, le chef de l'Irish Republican Army, a été un remarquable penseur de la guerre subversive, un remarquable, je dirais, expert en matière de maîtrise de la capacité à recueillir du renseignement, à faire de l'intox, etc. Donc, et à mener aussi des actions combinées de guérilla urbaine et guérilla finalement rurale. Et tout ça va nourrir l'establishment des experts, des analyses britanniques. Et ça, pour ça, ils sont très forts aussi. Ils savent tirer profit des défaites ou des guerres passées. Alors le SOE, lui, particularité, c'est que finalement, il va être rattaché au ministère de la guerre économique. Mais je ne veux pas trop m'étendre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de détails, mais le temps passe. Et puis je me dis toujours que finalement, à l'oral, quand on rentre trop dans l'organigramme des structures administratives, ça ne passe pas.
Donc, en tout cas, s'il y a une chose que vous devez retenir également, c'est que déjà, avec la mise en place du SOE, on sent qu'il y a des frictions qui se profilent avec le MI6, parce que le MI6, c'est plus une dimension d'opération discrète. Oui, parfois, il faut procéder à des assassinats ciblés, mais neutralisés. Mais tout est fait un peu plus dans l'anonymat le plus total. Si on peut frapper et repartir sans être observé, c'est l'idéal. Le SOE, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu le bras armé des services secrets et parfois, on l'a constaté, le MI6 reproche que les actions du SOE soient contre-productives ou aillent en porte-à-faux ou minimisent la portée de leurs propres opérations. Alors après, évidemment, il y a encore une fois la guerre entre services. Ça, c'est un défaut humain. Il faudra un jour qu'on arrive à tordre le cou de tout ça, même dans les entreprises, d'ailleurs, on le voit bien. Il n'est pas du même département, il n'est pas du même bureau. C'est un point d'usure de l'énergie, c'est clair. On s'épuise dans des espèces de considérations comme ça, d'égocentrisme et de nombrilisme. Mais, bon, l'histoire est ainsi, et c'est ainsi qu'on a pu voir les choses se mettre en place. Alors, l'idée aussi, c'était de dire, pour certains, oui, mais enfin, le SOE, finalement, c'est pas plus mal de le créer, parce que quand on regarde la section D, pour Destruction, du MI6, qui finalement avait effectivement des missions un peu comparables à celles du SOE, eh bien, en 1938, 37, 38, 39, on estime que cette section D n'a pas été véritablement d'une efficacité redoutable. Donc, on voit, par exemple, qu'il y avait eu des projets, je vous donne un exemple, il avait été question, par exemple, dans les missions, il y avait diverses missions qui avaient été mises en place en 1939, début 40, notamment visant à stopper en Roumanie les livraisons de pétrole roumain vers l'Allemagne. À raison de, c'était quand même 6 millions de tonnes par an. Et donc, il y avait eu des projets pour obstruer le Danube, et notamment des dynamitages pour faire tomber les remblais, les ponts, enfin bref. Ça n'a jamais marché, tout a échoué. Donc évidemment, ces opérations de sabotage, ces échecs se sont rajoutés à ceux qui avaient été observés aussi en Norvège contre des usines fabriquant de l'eau lourde pour la mise en place de l'arme atomique. Alors il y a certaines explosions de centrales qui ont bien fonctionné, mais d'autres non. Ce sont les brouillards de la guerre, c'est clair. Mais évidemment, les détracteurs du MI6 et ceux qui défendaient l'idée du SOE ont dit écoutez, voilà, nous on va mettre en place un service qui sera extrêmement brillantissime pour faire cela. Bon, n'oublions pas quand même que le MI6 avait quand même réussi à exfiltrer de France le général polonais Sikorski, qui devint d'ailleurs ensuite commandant en chef des forces armées polonaises, même Premier ministre du gouvernement polonais en exil à partir de 1939. Donc ça, c'est une des grandes réussites d'ailleurs que l'on peut prêter au MI6. En tout cas, le SOE, quand il va être mis sur pied, il répondra clairement au desiderata de Churchill, set Europe ablaze, mettre le feu à l'Europe. C'était on ne peut plus clair. On voit Churchill, Roublard, le bon whisky, le bon cigare, l'homme aguerri, qui a traversé quand même déjà la Première Guerre mondiale, avec des postes clés, on ne va pas les résumer ici, mais en tout cas, c'était clair. Il s'agissait de déstabiliser l'ossature de l'administration allemande, créer un sentiment d'insécurité, rendre nerveuse la puissance administrative du Troisième Reich. Donc, effectivement, même au sein du SOE, vous aurez plusieurs sections, ceux qui fourniront des moyens aux groupes de résistance, aux résistants, leur donner des informations, des objectifs à atteindre, des armes, des munitions, des explosifs. Ça, ce sera ce qu'on appelait la section 1 du SOE. Et la section 2, elle sera plus consacrée, elle se consacrera plus aux missions elles-mêmes. Voilà. Bon, au total, quand même, le SOE, ce sera jusqu'à à peu près 13 000 personnels. La plupart recrutés d'ailleurs parmi les réfugiés volontaires arrivant à Londres. Et puis, ces hommes vont encadrer des milliers et des milliers de maquisards en France, en Belgique, en Hollande, en Grèce. Et puis, d'ailleurs, l'un de leurs succès stratégiques en matière d'assassinat ciblé, il ne faut pas l'oublier, c'est l'attentat perpétré contre Reinhard Heydrich à Prague
On est le 27 mai 1942, c'est l'opération Anthropoïde. Il mourra d'ailleurs quelques jours après de ses blessures, d'une septicémie. Mais par contre, c'est vrai que l'envers du décor, c'est qu'il y aura une effroyable répression qui se traduira par des centaines de morts, puisque là, finalement, le SOE, via 3 parachutistes tchèques, touchera là l'un des piliers de la politique de la Shoah, de la politique de répression de l'administration nazie dans toute l'Europe sous contrôle allemand. Heydrich, c'était vraiment le vrai dauphin d'Hitler. Ce sera une perte considérable pour le Troisième Reich. Bon, et puis disons-le au passage aussi, comme ça je ne l'oublierai pas, ça c'est l'objet d'un sujet que j'avais fait pour un livre sur les agents secrets de la France libre, c'est qu'il y aura aussi des tensions avec le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action de Gaulle, qui s'appelait d'ailleurs le deuxième bureau d'abord, alors qui était foncièrement gaulliste, mais évidemment les Français du BCRA n'apprécieront guère que le SOE vienne recruter des agents français pour des intérêts anglais. Il y aura donc encore une fois des tensions. Mais on s'aperçoit quand même que tous travaillent plus ou moins de concert, mais il y a des tiraillements. Puis on sait combien De Gaulle voulait vraiment garder la main sur la France naissante, la France libre naissante. Bon, ça c'est un autre sujet, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est quand même important aussi de savoir que c'était aussi dans la boucle, dans l'atmosphère globale. Alors, l'importance stratégique du renseignement, oui, évidemment, le renseignement, vous le savez, c'est crucial. Sans renseignement, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez mener aucune politique de portée véritablement stratégique, qui soit affinée, ciblée, efficace. Sinon, vous vous dispersez, vous vous épuisez. Donc, autant avoir des renseignements affinés, précis, concis, savoir à quoi s'en tenir et ensuite vous planifier. C'est valable pour toutes les entreprises. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que la pensée militaire souvent se décalque dans le domaine de l'entreprise, parce qu'il faut aussi avoir des démarches très structurées et puis travailler en synergie, donner des ordres, un chef, un meneur, tac, et en politique c'est pareil. Et donc, enfin c'est pas subliminal, je referme la parenthèse. Mais donc c'est clair, il ne faut pas oublier non plus que ceux qui ont donné aussi des renseignements, ce sont bien sûr les résistants, mais aussi les Allemands eux-mêmes qui étaient contre le système nazi. Et ça, c'est vrai que on l'a peut-être un peu trop oublié dans l'histoire. Ils ont eu leur part importante. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice. En tout cas, on sera d'accord tous pour convenir que ce sont bien l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre qui ont besoin, bien sûr, d'informations fournies par les services secrets britanniques, parce que ça va être des informations sur les espaces géographiques sur lesquels ou dans lesquels les différentes forces conventionnelles doivent intervenir, parce que ça va être l'occasion d'obtenir des informations sur les moyens de l'adversaire, sur sa politique d'emploi de ses forces, sur son propre dispositif de renseignement, bref, sur la disposition des forces aussi, tel régiment, de blindés, d'artillerie, de parachutistes, d'infanterie, les moyens humains donc, et matériels de l'adversaire. À partir de cela aussi, on va aussi le voir, le renseignement va aussi viser à cerner, par exemple, les mouvements de la marine allemande, les actions des U-boats, puisqu'on sait que la guerre de l'Atlantique sera extrêmement importante à cet égard. Voyez, à partir de cela aussi, il s'agit de recruter des agents, former des réseaux de renseignement, dormants bien sûr, clandestins, dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel pays, je les ai cités tout à l'heure. Et puis, le renseignement, ça veut dire aussi que du coup, vous devez former des hommes et des femmes à la transmission radio, parce que quand on ne peut pas faire justement de la communication d'homme à homme ou d'être humain à être humain, le renseignement humain, on passe par le renseignement électronique, l'intelligence, signal intelligence, et donc il faut bien des systèmes de transmission radio clandestins avec des opérateurs radio. Mais, vous voyez, ça c'est la vue globale. Maintenant, il y aura un sujet extrêmement important tout au long de la politique d'action britannique, c'est bien celui du décryptage
du déchiffrement. Il y a beaucoup de termes pour relater cette notion de cette capacité à percer le système codé, codifié de messagerie perpétrée et colportée par les Allemands. Et ça va être, bien sûr, ça va être l'enjeu premier de la politique visant à percer à Bletchley Park à casser les codes de la fameuse machine Enigma, qui d'ailleurs est présentée dans l'exposition. Enigma, voilà, l'un des rares exemplaires existants au monde. C'est même d'ailleurs, je crois, le seul que vous ayez dans le cadre de l'expo. Et il faut bien comprendre que, bien sûr, donc ça, c'est Stewart Menzies, qui est à l'époque à la tête du MI6, qui va être un petit peu celui qui va chapeauter tous ces experts, ces informaticiens de la préhistoire, entre guillemets, ces mathématiciens de renom qui vont passer des années à essayer de décrypter, trouver les codes, casser les codes pour pouvoir ensuite, en somme, savoir quels sont les messages donnés par le haut état-major ou la marine, l'armée allemande pour tel ou tel espace géographique. Alors, ces mathématiciens cryptologues de Bletchley sont tous réunis autour de Alan Turing, qui sera effectivement un homme, finalement, l'un des artisans de la victoire alliée, qui a été complètement déconsidéré, oublié, de surcroît méprisé et condamné pour son homosexualité, condamné à être traité chimiquement. Et d'ailleurs, il se suicidera en 1954 et il a été réhabilité par la reine d'Angleterre qu'en 2013. En tout cas, les historiens sont tous d'accord pour dire que cette capacité de ces hommes et ces femmes de l'ombre, puisque le secret de cette guerre du chiffrage n'a été révélé qu'à partir des années 70. Ça veut dire que beaucoup ont passé toute leur vie dans un anonymat total et ne courant pas après la gloire, évidemment. Ils n'ont pas fait ça pour ça. Mais en tout cas, sachez qu'ils ont, on pense, sauvé au moins 11 à 12 millions de personnes grâce à cette capacité à casser les codes et décrypter, et comprendre, enregistrer des milliers, des dizaines de millions de messages. Voilà. Bon, évidemment, tout cela n'est pas dû non plus, n'est pas arrivé comme ça de façon surprenante. Là, encore une fois, le travail des cryptologues anglais doit être absolument relié à tout un avant. Les cryptologues français, dès la fin de la Première Guerre mondiale, avec Georges-Jean Painvin, plus grand cryptologue de sa génération, et puis les Polonais, Marian Rejewski, par exemple, qui va travailler, lui, au bureau du chiffre du renseignement militaire polonais entre 1919 et 1945. Oui, là, encore une fois, la preuve que c'est un travail, une synergie inscrit dans la durée qui fait que, petit à petit, on parvient à mettre au point des outils extrêmement remarquables. Voilà. Donc, alors, je pourrais vous donner les chiffres et les quantités de messages, puisqu'en plus, les Alliés donneront ainsi des informations à destination de l'URSS quand les Russes, les Soviétiques seront donc en guerre sur le front de l'Est, donc avec les troupes nazies. Donc les Britanniques leur donneront beaucoup d'informations. Et puis, bien sûr, Enigma, le fait qu'on puisse décrypter un certain nombre de messages contribuera aussi à bien des victoires aussi dans la guerre de l'Atlantique. Mais on laissera faire aussi la destruction de navires, parce qu'il ne s'agit pas non plus de montrer qu'on a tout décrypté. C'est ça la grande difficulté. Il faut aussi, on y reviendra pour la question de préparation du débarquement, il faut aussi tromper l'adversaire jusqu'à mener des actions qui sont à l'encontre de celles que finalement vous envisagez de mener. Il faut jouer le bluff jusqu'au bout. Et ça veut dire que ça passe par des pertes en vie humaine. Bon, un autre exemple très connu pour les victoires acquises, ou du moins les succès
obtenu grâce à Enigma, enfin le fait qu'on ait décrypté Enigma, c'est par exemple le fait qu'on ait prévu, que les Alliés aient été informés finalement sur l'imminence de l'opération Mercure, la seule grande opération aéroportée du Troisième Reich, qui a eu lieu entre le 20 mai et le 1er juin 1941, en Crète. Et là, on aura quand même 25 000 parachutistes allemands qui seront lancés sur la Crète, où il y avait quand même 40 000 Néo-Zélandais, Britanniques, Australiens. 5 000 parachutistes allemands seront tués, 5 000 autres faits prisonniers. C'était pourtant une victoire allemande, vous voyez, malgré qu'on ait pu être mis au courant. Mais et au regard des pertes essuyées par les parachutistes allemands, Adolf Hitler se refusera par la suite à toute autre opération parachutiste ou aéroportée d'ampleur. Parce qu'il y aura aussi l'opération visant à libérer Mussolini, mais ça c'était avec Skorzeny, c'était une opération spéciale un peu en marge de ça. Donc vous voyez combien les questions de déchiffrement sont capitales, pour, en amont d'abord, savoir quelles sont les attentions de l'adversaire et qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de cela. Et puis, bien sûr, vient ensuite par-dessus cela, ou en complément, le renseignement humain. C'est le deuxième aspect de ce grand 2, le HUMINT, renseignement humain. Et là, évidemment, j'y reviens, tout ce renseignement humain va reposer sur la mise en place de réseaux de résistance en Belgique, aux Pays-Bas, en France, pour ne citer que ces pays. Alors en sachant que, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de ces agents devront être formés en amont. Formés en Angleterre, quand ils arrivent, ils sont volontaires, mais vous avez aussi ce que nous on appellerait aujourd'hui les honorables correspondants, c'est-à-dire des monsieur et madame tout le monde qui, dans leur quotidien, vont être sollicités pour donner des informations au réseau. C'est par exemple un monsieur qui est peut-être charpentier de marine, qui tous les jours passe à vélo sur des blocos qui sont en train d'être mis en place dans le cadre de l'organisation du mur de l'Atlantique, ou qui a des contacts peut-être dans l'organisation TOD, qui sollicite et réquisitionne des gens du STO ou des volontaires, et qui donc en passant à vélo tous les jours eh bien, peut noter le nombre de soldats allemands sur cette pointe du littoral où on a quelques obusiers, des canons de grande portée. Alors on lui demande de dessiner, on lui demande de donner des chiffres, et après toutes ces informations-là, si vous voulez, vous les démultipliez tout au long du mur de l'Atlantique, c'est collationné, rassemblé, chiffré, envoyé par système de cryptage donc radio, etc., ou alors envoyé sous forme de message, d'ailleurs, par courrier, quand c'est possible, à destination de l'Angleterre, et tout ça après est analysé. Donc vous voyez, c'est extrêmement important d'avoir à la fois des agents qui sont formés en Grande-Bretagne et puis des civils qui sont prêts à apporter leur contribution de manière totalement, bien sûr, désintéressée. Alors, bon, pour ce qui est de la formation, je ne vais pas m'étendre ici. Les formations d'agents, bien sûr, on les forme à tout ce qui est radio, cryptage de leurs propres messages. On leur apprend aussi à sécuriser les envois, à prendre des précautions, déjouer les filatures, pour certains, essayer de résister sous la torture, jouer la guerre psychologique aussi, toujours montrer son sang-froid. Ça, c'est toute la formation comportementale. Mais autrement, vous avez aussi la formation d'agent, où on leur apprend à faire, bien sûr, tout ce qui fait le panel du savoir-faire de l'agent clandestin quand il est dans le service action, c'est-à-dire faire du sabotage, du piégeage, et puis aussi de l'assassinat ciblé. Donc ici, par exemple, rappel, Buckmaster, j'en reparlerai un peu plus tard, le patron du SOE, donc, qui va avoir, lui, des agents formés justement strictement pour les opérations d'action de sabotage et de soutien à la résistance. On remarque que le BCRA aussi aura l'équivalent. Comme l'OSS aux États-Unis, Office of Strategic Service, l'ancêtre de la CIA, l'OSS. Donc, matériel classique avec, vous voyez, des pistolets à un coup, silencieux, des appareils photo, des stylos explosifs, etc. Le poste radio. Bon,
là j'adore, j'aime beaucoup, on ne peut pas aimer parce que c'est pour tuer, mais disons que c'est très très significatif des savoir-faire que doivent avoir les agents opérationnels, puisque là, vous voyez, avec une corde à piano, enfin l'équivalent, donc vous pouvez faire des strangulations, et puis tous ces différents couteaux ou stylets qui permettent bien sûr de tuer efficacement en touchant les organes vitaux. Donc c'est cela, plus le parachutisme, formation parachutisme, parce qu'en plus, vous voyez, la tenue de saut d'un agent du SOE, bon, et là aussi, ce sont des photos prises dans l'exposition, que j'espère que vous avez tous vues, parce qu'elle est remarquable. Et ils ont fait, l'équipe du professeur Lagrange a fait un travail extraordinaire. Donc il faut saluer, là encore, vous voyez, l'importance du travail en collectif, synergie. Et on aboutit à de très beaux résultats. Alors oui, les opérations, le brouillard de la guerre, troisième aspect, évidemment, elles ne vont pas échapper, et c'est ce que je voulais vous dire en premier lieu, elles ne vont pas échapper aux tensions interservices. C'est ce que, si je reprends le plan, le poids des tensions interservices, des partenariats sinueux, parce que, comme je vous le disais, on aura bien des dissensions entre le MI6, le SOE et parfois aussi le BCRA. Le BCRA, les Français, c'est vrai, auront du mal à gagner en crédibilité. Au départ, on a des doutes. Les Anglais les regardent un petit peu du coin de l'œil. Bon. Mais très vite, ils vont témoigner de la même efficacité, de surcroît, parce qu'ils passeront par les mêmes écoles de formation que les Anglais. Alors, il y a les écoles en Écosse, dans la région de Londres. Je ne vais pas faire le détail de toutes ces écoles de formation, chacune avec leur spécificité. Mais, en tout cas, on s'aperçoit après que, dans la réalité des choses, bon, on arrive tout de même à travailler en parfaite intelligence et même à mener, à mettre sur pied, alors ça, ce sera plutôt dans la fin du conflit, des équipes finalement avec des trinômes, notamment les Jetburg. Vous aurez un agent, enfin vous aurez un Américain, un Anglais et un Français. Mais bon, voilà. Donc ça, je veux que vous gardiez ça à l'esprit, c'est que il y a eu tout de même quand même des tensions de manière récurrente. Elles se sont affinées à partir de 1943. On sentait que c'était un petit peu plus serein. Mais au départ, c'était quand même assez compliqué. Alors les opérations elles-mêmes. On peut parler effectivement d'opérations par voie maritime et ensuite aérienne. Alors pour les opérations maritimes, il y a plusieurs formes d'action maritime. Vous avez les raids qui vont être menés par des petits groupes de commandos. Ça relevait d'ailleurs à l'origine, là encore, d'une idée de Churchill. Il appelait ça, d'abord au départ, on avait appelé ça les Independent Companies. Et donc après, on gardera cette idée de créer des raids sur le littoral occupé par les Allemands, parfois pour tester leur réactivité, parfois aussi pour enlever un officier ou quelques soldats allemands. Ces petites missions amphibies auront toute leur importance. Elles étaient hautement périlleuses. Beaucoup, d'ailleurs, disparaîtront. La première, retenons la première, l'opération Collard, aurait eu lieu en juin 1940 dans le Pas-de-Calais. Parce que là aussi, le Pas-de-Calais, il va falloir faire croire jusqu'au bout que c'est le centre d'intérêt stratégique des Alliés et que le débarquement se fera dans le Pas-de-Calais. Pour le reste, en dehors des raids coup de poing, on a des opérations, bien sûr, d'infiltration d'agents. Alors, le MI6, par exemple, aura recours à des bateaux de pêche, des chalutiers, des bateaux de liaison rapide aussi parfois, qui seront spécialement requis pour des traversées très rapides de la Manche, déposer des agents et repartir tout de suite. Alors ça marchera très bien. La coopération d'ailleurs entre le MI6 et le BCRA sera meilleure qu'entre le SOE et le BCRA. Les chiffres, on les a. On estime qu'il y avait à peu près 1354 agents reconnus qui étaient sur place en France pour accueillir aussi des éléments venant de Grande-Bretagne.
Le SOF fera pareil, de son côté, lui, alors ce sera plus des opérations maritimes vers la Bretagne, c'est plus ciblé. Il y aura recours à des bateaux de pêche. Et puis d'ailleurs, à partir de 1944, ce seront des chasseurs de sous-marins américains qui seront utilisés par l'OSS. Il y aura aussi des transports, c'est vrai, aussi vers les côtes hollandaises. Opérations maritimes non plus, qu'il ne faut pas oublier non plus, ce sont celles qui seront effectuées en Méditerranée occidentale, depuis Marseille, Nice, ou depuis Gibraltar, à destination du Maroc, de la Tunisie, de Gibraltar vers le sud de la France. Donc il y avait des missions vers la Corse, vers la Sardaigne. Vous voyez, tout cela sera mené de concert. Au niveau aérien, alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le niveau maritime, mais bon, je vois que l'heure tourne. Au niveau aérien, on verra quand même que là, d'ailleurs, à la limite, sur le plan aérien, il y aura plus de partenariats, d'ailleurs, avec le SOE et le BCRA de façon plus apaisée. De surcroît, parce que, justement, on mettra en place des équipes multinationales. Alors là, il faut quand même qu'on les cite. Vous avez le plan donc Jetberg, donc je vous ai déjà cité tout à l'heure, c'est-à-dire ces hommes qui vont être dépêchés en zone occupée, alors pour faire des sabotages, voilà, Jetberg, et puis surtout pour encadrer des réseaux de résistance, des maquis, pour leur apprendre un peu mieux à se battre et puis surtout calmer les ardeurs égocentriques de certains petits chefs autoproclamés qui n'avaient aucune finesse tactique, ne sentaient rien du combat et finalement ne faisaient que mener à la mort leurs hommes, tous volontaires, mais qui, faute évidemment de connaissances militaires, n'acceptaient pas, par exemple, de mener une embuscade et de comprendre qu'une fois après avoir frappé, il faut décrocher et disparaître. Trop souvent, des résistants sont morts, les réseaux ont été anéantis parce qu'ils s'arc-boutaient, ils restaient sur place. Les Allemands n'étaient quand même pas des amateurs en matière de combat et donc évidemment très vite, il y avait une réaction, une contre-offensive, et c'était le plus souvent désastreux. Donc les Jetberg vont avoir un rôle extrêmement structurant. Et pour frapper sur les arrières de l'ennemi, ils auront un rôle extrêmement important, et de surcroît donc au moment du débarquement allié. En menant des opérations de destruction, de déstabilisation, qui vont contribuer à donner le sentiment d'une insécurité totale pour les troupes allemandes, soit qui sont en train de se recentrer et remonter vers la Normandie en venant du sud, et puis par la suite en essayant de gagner l'Allemagne. Et puis donc il y aura le plan Sussex aussi, qui contribuera à renforcer finalement le dispositif Jetberg avec une trentaine d'équipes aussi qui seront dépêchées sur place. Vous aurez aussi le plan Proust, qui est complémentaire au Sussex. Et tout ça va s'accélérer, finalement, toujours avec cette logique d'envoyer des équipes complémentaires pour mener de l'opérationnel pur. De surcroît, je vous dis, dans les derniers mois, dernières années, finalement, de la guerre. Mais c'est vrai que les Jetberg ont un rôle extrêmement fort. Et c'est vrai que leur travail va soulager, ensuite, quand le débarquement aura eu lieu, va soulager la tâche, bien sûr, des forces conventionnelles. Alors, les bilans, on peut déjà en donner. Quand on voit les rapports qui avaient été émis fin 1944, par exemple, ils avaient déjà détruit 2000 pylônes de lignes à haute tension. Ils avaient détruit 486 voies ferrées. Enfin, ils avaient procédé à 486 coupures ferroviaires. Voilà. Ils ont fait sauter plein de dépôts de marchandises, saboté des locomotives par centaines. C'est un travail
Au total, alors, ça c'était juste fin 44, mais rien que pour la période d'ailleurs de l'été 44, 270 ponts détruits, 1750 locomotives détruites. Bon, c'était énorme, c'est énorme. Mais ça, après, j'ai envie de vous dire que malheureusement, le temps a effacé tous ces témoignages, parce qu'à part ceux qui ont pu écrire un petit peu sur le sujet ou transmis oralement à leurs familles, leurs proches, leurs enfants, quelques informations clés, le détail, tout ça a disparu dans les méandres de l'histoire, enfin de la vie. C'est pour ça que si vous, les unes et les autres, les uns et les autres, vous avez des informations, n'oubliez jamais que l'histoire orale a sa grande, grande importance, même si, de par votre éducation, votre culture, c'est pas dans la norme, dans l'ordre des choses, mais n'oubliez pas que pour les générations à venir, c'est crucial. Sans l'histoire orale, on reste quand même en partie aveugle. Il faudra absolument que vous puissiez même voir, si vous avez des archives personnelles, familiales. Hein. Parfois, on peut trouver des éléments très intéressants qui peuvent donner corps encore plus important, de manière plus importante sur tout cet aspect de l'histoire. On sait par contre quand même que des agents des Jedburgh étaient quand même déçus de voir que parfois les communications qu'ils envoyaient n'étaient pas traitées. Vous voyez, comme quoi, malgré les efforts, il y a toujours le facteur humain, il y a des erreurs d'appréciation, des erreurs de perception. Il y a eu non-exploitation d'informations en temps et en heure. Donc ça reste aussi... Ça relève toujours de ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'appelait Clausewitz, les brouillards de la guerre, c'est que malgré toutes les meilleures intentions que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas tout prédire, tout prévoir. Et vous savez, c'est le fameux culte, le rêve de voir au-delà de la colline, hein, savoir où en est l'adversaire, quel est son potentiel, et d'agir au mieux. Mais on ne peut pas tout contrôler, tout anticiper. Et donc il y a cette nécessité aussi à accepter qu'on ne peut pas avoir prise sur tout. Sauf quand il s'agit d'intoxiquer. Intoxication, trahison, ça c'est un sujet, là aussi finalement assez important, hein, du savoir-faire des services secrets. Bon, qui est dédié, qui est assuré par des gens qui ont une mentalité très particulière. Il faut quand même être psychologiquement... très, très rude, ou alors fermer complètement les écoutilles de la conscience et la voix de la conscience et du cœur. Hein. Parce que là, c'est pour raison d'État. Donc on est prêt à sacrifier des gens, à les tromper volontairement pour que la victoire finale puisse être acquise. Alors il y a plusieurs choses dont je pourrais vous parler. Déjà, parlons de l'énigmatique et mystérieuse London Controlling Section, la LCS, qui a été créée en avril 1941, et qui d'ailleurs est une structure ultra secrète, qui va se charger justement de la conception des plans stratégiques de mystification et assurer la coordination de leur exécution. Alors donc, c'est là qu'on voit que cette section va travailler avec le MI5. Elle va travailler aussi avec ce qu'on appelait le comité Double X, Double Cross Committee, c'est le fameux comité des agents doubles. Va travailler aussi avec le MI6, avec les trois armées, bien. Donc, c'est vrai que les opérations d'intoxication, j'y ai fait allusion indirectement tout à l'heure en vous parlant du projet du débarquement en Normandie. Bon, c'est le fameux plan Fortitude. Puisqu'il y aura même d'ailleurs deux plans. Vous avez le plan Fortitude Nord, qui était appelé aussi le plan Grafan, qui avait été lancé en février 1944 et qui visait à faire croire aux Allemands que des opérations alliées étaient prévues en Scandinavie. Et puis vous avez le Fortitude Sud, ou South, lui aussi né au même moment, et dans lequel il s'agissait de convaincre bien sûr le commandement suprême des forces allemandes que le débarquement de Normandie n'était qu'un préliminaire à une opération d'une toute autre ampleur qui devait avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Vous le savez, l'un des rares finalement à rester convaincu que le débarquement aura lieu en Normandie, ce sera Erwin Rommel. Mais vous voyez, même quand il a lieu le 6 juin, par contre, il était convaincu qu'il n'aurait pas lieu vu le temps infâme qui régnait
dans la Manche. Il a préféré partir fêter l'anniversaire de sa femme à Berlin, et le débarquement a eu lieu juste à ce moment-là. Mais la preuve que l'opération Fortitude a été menée de main de maître, c'est que Hitler ne démordra pas de l'idée qu'il allait y avoir un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans le Pas-de-Calais, dans les jours qui suivaient. Et ce retard sera un atout stratégique pour les têtes de pont en Normandie, puisque finalement, on s'aperçoit que l'essentiel des forces allemandes, et heureusement pour les Alliés, était concentré dans le Pas-de-Calais. Si ça n'avait pas été le cas, on ne va pas refaire l'histoire avec des si, mais ça aurait été peut-être encore plus compliqué de prendre pied en Normandie. Donc, des agents doubles pour cela, oui, il y en a eu. Vous avez Roman Czerniawski, Brutus, alias Brutus, et puis Juan Pujol, alias Garbo, qui furent finalement deux éléments clés, mais j'y reviendrai tout à l'heure à la question des agents doubles. En marge de cette intoxication, il y a aussi le fait qu'on a des sacrifices, comme je vous disais, de réseau. Alors le problème, c'est que le SOE a été dissous absorbé par le MI6 en 1946, et officiellement, on dit que ces archives ont été très largement détruites. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais par exemple, on peut parler du réseau Prosper, qui était, acteur et actif sur toute la zone occupée à partir de la région parisienne, qui fut infiltré par les Allemands dès 1943, un an après sa mise en place, et pour lequel, pourtant, on le sait, les Britanniques ont continué, en sachant qu'il était pénétré, infiltré, ont continué à envoyer des informations, et que l'on pense d'ailleurs en partie fausses. En tout cas, ça conduira, vous le savez peut-être, à l'arrestation de dizaines d'agents, et beaucoup ne reviendront pas de la déportation. Le réseau Prosper, qui était dirigé d'ailleurs par Francis Sutil. On pense que d'ailleurs, le réseau aurait été en partie détruit déjà à la base par le double jeu d'Henri Déricourt, qui était un ancien pilote, dont la fonction en France était de trouver des terrains d'atterrissage et puis d'organiser la réception d'agents envoyés par avion. Et en fait, les services de Bugmaster ont mis du temps à reconnaître qu'Henri Déricourt pouvait être un agent double. Donc il y aura des centaines d'agents d'ailleurs qui seront arrêtés par la suite, et donc le réseau Prosper s'effondrera. Alors on peut aussi retenir aussi le rôle de Nour Hanayat Khan, qui fut ce qui était surnommée la princesse espionne, puisqu'elle était d'origine, elle venait d'une famille de princes indiens. Son père était musulman. À l'époque, il n'y avait pas de partition. Et elle aura une formation d'opérateur radio. Elle sera recrutée par le SOE, témoignera d'une excellence même après l'effondrement de l'essentiel du réseau Prosper. Elle continuera à émettre, et elle fut même considérée d'ailleurs fin août 1943 comme l'élément, celle qui avait le poste le plus important et le plus dangereux en France en matière de transmission d'informations. On est dans l'après-destruction du réseau Jean Moulin. Georges Bidault est choisi pour succéder à Jean Moulin. Donc c'est une époque extrêmement particulière. Et elle va témoigner d'une excellence assez redoutable. Sauf que elle va finir par être repérée, trahie, pour soi-disant, dit-on, une histoire de jalousie amoureuse. Et le problème, c'est que quand la Gestapo va fouiller son appartement, eh bien, on va retrouver, elle avait archivé tous ses messages. Tout simplement, on pense que c'est à cause d'une erreur d'interprétation d'un terme d'argot anglais. En fait, elle a confondu. Elle pensait qu'il fallait faire attention à la transmission. C'était l'idée de départ, et elle a cru
cru comprendre qu'il fallait faire attention de laisser des traces des transmissions. Donc les Allemands ont récupéré toutes les informations. Alors ils avaient un opérateur de renom, dit-on, qui s'appelait Joseph Goetz, si je prononce bien, excusez-moi, j'ai jamais fait d'allemand, et qui, lui, va reprendre le poste de Madeleine, c'était son nom de code, et puis émettre à destination de l'Angleterre. Et c'est là que les Anglais vont lui tendre sur un plateau la clé, puisqu'il va recevoir le message « Vous avez oublié votre code de sécurité, soyez plus attentifs la prochaine fois ». Et là, il comprend qu'effectivement, un agent ou un opérateur qui est repéré ou trahi ou qui n'est plus libre de ses faits et gestes doit déjà envoyer aussi un message. Mais il doit aussi s'identifier. Et à partir de là, eh bien, en somme, on le voit, il va y avoir pour les Allemands une meilleure maîtrise de la procédure secrète. Et c'est vrai que, ne l'oublions pas non plus, ils vont être en mesure ainsi de doubler les Anglais à plusieurs reprises, de pénétrer des réseaux de résistants en faisant croire qu'ils existent toujours. Et ils vont continuer à envoyer des messages. La Gestapo va continuer d'envoyer des messages jusqu'à la fin de la guerre. Enfin, jusqu'au lendemain du 6 juin 1944. Et ce qui fait dire d'ailleurs que, pour la petite histoire, on dit qu'Hitler aurait donné l'ordre aux stations radio qui étaient gérées par les Allemands d'envoyer un message en Angleterre accusant bonne réception des derniers parachutages avec les remerciements de la Gestapo. Et à Londres, on croyait que c'était une blague de mauvais goût, une plaisanterie des agents, des résistants, mais en fait, après coup, on a compris qu'effectivement, il y avait un certain nombre de réseaux de résistants qui avaient été complètement infiltrés et dont les codes de sécurité des opérateurs avaient été donc finalement totalement percés. Donc vous voyez, là encore une fois, les brouillards de la guerre. Alors, autre exemple de réseau détruit, le réseau Hercule, Buckmaster, Sacristain, le réseau Mithridate. Et là, le réseau Mithridate, on se demande si d'ailleurs il n'a pas été sacrifié, puisque le chef adjoint du réseau avait obtenu un poste émetteur en avril 1944. Bon, c'est le poste émetteur Ayesha, c'est un modèle particulier. Il va être arrêté par les Allemands et c'est au cours de son interrogatoire qu'il comprend finalement que l'émission ou la longueur d'onde d'émission de son poste a été réglée sur celle des blindés allemands dans le Pas-de-Calais. Et alors là, donc vous voyez, l'idée c'était aussi de faire en sorte que des réseaux présents dans le Pas-de-Calais, actifs, soient aussi potentiellement neutralisés et neutralisables pour faire comprendre l'ampleur du maillage de la résistance dans le Pas-de-Calais pour les Allemands. Et donc ça les focalisait encore plus sur le Pas-de-Calais, vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle... Et vient s'ajouter à cela les bombardements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un rapport américain sur Fortitude, en date du 25 mai 1945, dira ainsi: comme toutes les opérations militaires, les entreprises d'intoxication entraînent des pertes. Donc des pertes avec des réseaux sacrifiés, mais des pertes humaines aussi causées par les bombardements, puisqu'on fera des bombardements, vous aurez une succession de bombardements dans le Pas-de-Calais, pour donner le sentiment, ce sont même des bombardements massifs, pour donner le sentiment aux Allemands que vraiment les Alliés étaient en train de préparer le terrain à une invasion par action amphibie. Bon, voilà, on pourrait ainsi multiplier le nombre d'exemples de réseaux sacrifiés. Alors, les agents doubles, oui, il y en a eu quelques-uns. Il y a Duško Popov, qui était un juriste yougoslave qui a travaillé pour l'Abwehr, qui va travailler aussi pour les Anglais. Il s'appelait, son nom de code, c'était Tricycle. Tricycle pour les Anglais, Ivan pour les nazis. Roman Czerniawski, qui est mort en 1985, qui était un officier polonais. Brutus pour les Anglais, Manarman, je crois, pour les Allemands, de mémoire. Et puis, on a Juan Pujol Garcia, qui est mort
vraisemblablement on pense au Venezuela en 1988, et qui travaillait, lui, pour le MI5. Alors, c'était un Catalan qui avait combattu pour Franco pendant la guerre civile. Il détestait les Allemands, les Italiens, et puis il va proposer d'abord ses services aux Anglais, qui, au début de la guerre, on le trouve un peu mythomane, cet homme. Il ne nous intéresse pas plus que ça. Et puis, il va aller voir les Allemands. Il va aller voir le chef de poste de l'Abwehr à Madrid et il lui proposera d'espionner les Anglais à Londres. Et en fait, il va jouer ainsi cette carte du bluff monumental, parce que la plupart du temps, il va rester sur place. Il va s'imaginer un réseau de 25 agents, mais la plupart du temps, il est à Lisbonne. Bon, bref, il va ensuite être repéré et pris en charge par les Anglais et qui vont, du coup, lui donner cette mission très importante, donc contribuant à l'opération Fortitude, c'est-à-dire désinformer l'Abwehr en lui faisant croire qu'il allait y avoir un débarquement donc dans le Pas-de-Calais. Alors là où on s'aperçoit quand même que l'histoire est pas morte, et cette période passée de l'histoire nous réserve de belles surprises. Vous avez pu apprendre cet été qu'il y avait des archives qui avaient été déclassifiées. Et puis on a constaté, par exemple, que son épouse, Araceli González, a fait un scandale en Angleterre, puisqu'elle était avec son mari à ce moment-là en Angleterre, visiblement. Donc il n'a pas toujours passé son temps à Lisbonne, mais elle était avec lui apparemment en 1943 en Angleterre. Elle n'en pouvait plus de cette vie en Angleterre, et elle a menacé son mari en fait de repartir au Portugal, en étant vraiment prêt à avouer un peu ce qu'il faisait, etc. Eh bien, Pujol ira jusqu'à demander à ce que les services anglais l'emprisonnent, lui. Et pour culpabiliser sa femme, en lui disant « Mais tu comprends, si tu pars, tu te rends compte, tu vois dans quelle situation je me retrouve, voilà, maintenant je suis en prison, etc. » Et donc, tout rentrera dans l'ordre. C'est extraordinaire. Il faut que vous lisiez les articles qui sont passés sur le sujet. C'est assez croustillant. Mais donc, vous voyez, là, encore une fois, le fait que certaines archives soient déclassifiées, ça nous permettra, parce que c'est encore une fois quelque chose qui est loin d'être parachevé, d'apprendre encore beaucoup de choses d'ici 30 à 40 ans. Mais bon, il va falloir patienter aussi pour les documents les plus porteurs, si tant est qu'encore une fois, il n'ait pas été détruit. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien que, oui, obligatoirement, le travail de décryptage, de décryptement, on emploie le terme aussi qui n'est pas très bon, le travail de contre-espionnage, de décryptage, de déchiffrage des services aura contribué de toute façon à assurer de francs succès dans cette guerre. Vous voyez que ça a été un travail collectif, mais qui aura coûté très cher. Vous savez, rien que le SOE aura perdu quand même 50% de ses agents aux Pays-Bas, 35% en Belgique, 25% en France, 25%. Et puis, encore une fois, on le verra et il faut le retenir, eh bien, cette guerre de l'ombre est une guerre qui repose aussi sur à la fois beaucoup d'atrocités et d'ignominie aux encontres de la dignité humaine, parce que finalement vous en arrivez parfois à sacrifier vos propres amis, et puis surtout de la mystification et de l'imagination. Et je donnerai juste les derniers mots à Churchill. Dans ses mémoires, il disait ainsi intrigue à l'intérieur de l'intrigue, complot et contre-complot, ruse et perfidie, agents sûrs et faux agents doubles, poignards et fusillades ont tissé un réseau si compliqué qu'il en paraissait incroyable alors qu'il était vrai. Les chefs et les officiers supérieurs se délectaient à ces labyrinthes souterrains et poursuivaient leurs tâches avec une froide et silencieuse passion. Il n'est pas encore opportun de révéler tout ce qui a été fait pour tromper l'ennemi. Voilà, je vous remercie.